Voilà, Madame de Tinguy, qui va donc nous parler de l'Europe et la Russie entre partenariat et confrontation. Je suis là sur des terres qui me sont un peu plus familières. Je vois que avec les développements géopolitiques qui se préparent à brève échéance aux frontières ouest, sud et est de la Russie, elle va probablement dans les années à venir se sentir à la fois à nouveau très européenne et très asiatique. Madame de Tinguy enseigne à la fois à Sciences Po et à l'INALCO et est une spécialiste donc de la Russie. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Merci tout d'abord de m'avoir invité dans ce haut lieu de l'excellence française. C'est un honneur pour moi et je suis très heureuse de vous voir nombreux ce matin. Merci aussi aux organisateurs d'avoir inclus la Russie dans une réflexion sur l'invention et la réinvention de l'Europe. C'est exactement l'une des grandes problématiques de la Russie d'aujourd'hui et donc c'est tout à fait non seulement pertinent mais intéressant. Le sujet est difficile, le sujet est parfois polémique. Mon intention aujourd'hui n'est pas de me montrer soit pessimiste, soit optimiste face à une situation qui est devenue très conflictuelle. Elle est plutôt de vous donner des éléments de réflexion à la fois sur la logique de confrontation qui semble prévaloir aujourd'hui dans la relation entre la Russie et l'Europe, ou peut-être l'Union européenne plutôt que l'Europe, puisque l'une des grandes questions qui se posent est de savoir si la Russie fait partie de l'Europe. Donc ce ne serait pas la Russie et l'Europe, mais la Russie dans l'Europe. Et d'autre part, logique de confrontation, je viens de le dire, mais aussi une autre logique qui est à l'œuvre, qui est elle aussi très présente, celle du partenariat, du rapprochement, et qui compte moins aujourd'hui, mais qui est bien présente puisqu'elle forme aussi le socle de ces relations entre la Russie et l'Union européenne. Alors, je vais développer ces deux idées, mais avant, quelques mots pour rappeler que la relation de la Russie à l'Europe, elle s'inscrit d'abord dans un cadre qui est identitaire. Et ça depuis très longtemps. Et si on ne prend pas en compte ce cadre identitaire, on ne peut pas vraiment comprendre les tenants et les aboutissements de la question. Est-ce que la Russie est un pays européen ? Quel est son rapport à l'Asie ? L'Asie qui commence à l'Asie centrale. Je pense que Franck Grenet sera bien d'accord avec moi sur ce point. Est-ce que la Russie n'est ni l'Europe ni l'Asie, mais l'Eurasie ? Est-ce que la Russie est une puissance ? Et je vais montrer que c'est aussi une question qui touche au cadre identitaire et à la relation avec l'Europe. Tout ça, ce sont des questions qui, en fait, se posent depuis très, très, très longtemps. Depuis au XIXe, les questions sur l'identité européenne étaient posées par les occidentalistes et les slavophiles avec des débats qui ont été âpres. La question de l'Asie était extrêmement présente. Rappelons-nous Dostoïevski qui, dans le journal d'un écrivain, explique que l'avenir de la Russie, c'est l'Asie. Et puis, d'autre part, la question a ressurgi dans les années 20 au sein de l'émigration russe. Un certain nombre de personnes affirmant que la Russie était en fait l'Eurasie, non pas un continent ou l'autre, mais un troisième continent à elle toute seule. Et ce sont des questions qui, au moment où l'Union soviétique s'est effondrée, ont paru réglées. L'idée centrale du projet porté par Boris Yeltsin, c'est que les vrais amis, je cite Boris Yeltsin, de la Russie, c'était les pays occidentaux, les pays européens,
qu'ils étaient non seulement des amis, mais aussi des alliés, des modèles, et ça a débouché sur de très nombreuses coopérations entre la Russie et les pays occidentaux à ce moment-là. Et pourtant, au même moment, en fait, les idées portées par Boris Yeltsin en Russie n'ont jamais franchement fait l'unanimité. Il y a eu d'autres idées eurasiennes, alors parfois eurasiatiques, parfois eurasiennes, parfois eurasistes, tout ça est un petit peu complexe, mais qui se sont développées, qui critiquaient la politique jugée trop occidentale du président Poutine en affirmant que la Russie devait avoir une voie particulière et qu'en définitive, eh bien, elle devait se détacher dans une certaine mesure de l'Europe. Aujourd'hui, ceux qu'on pourrait désigner comme les occidentalistes modernes n'ont pas disparu. Il en reste quelques-uns en Russie, je dirais qu'il en reste même beaucoup, parce que paradoxalement, au sein des élites dirigeantes, il y a beaucoup de gens qui sont très tournés vers l'Europe, en tout cas dans leur vie personnelle. Les idées, mais ces idées pro-européennes, je dirais qu'elles sont peu audibles dans la Russie d'aujourd'hui. Les idées les plus écoutées, ce sont celles défendues par les Eurasiens. La Russie est à la fois européenne et asiatique. Elle est un monde à part qui doit avoir sa propre voie de développement. Ce sont celles qui sont au cœur du discours et de la politique du président Poutine, ce qui ne l'empêche pas de dire très fréquemment que la Russie est un pays européen. Et on le voit bien au travers des enquêtes d'opinion au sein de la société. Ce sont des idées qui sont aujourd'hui majoritaires. Alors, je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais un sondage qui date d'il y a quelques mois, à la question « Quel chemin historique la Russie doit-elle emprunter ?», près de la moitié des Russes interrogés répondent « sa propre voie particulière ». 30% souhaiteraient, je cite, revenir au chemin qu'empruntait l'Union soviétique et seulement 14% se prononcent en faveur du chemin de la civilisation européenne et un petit 3% se rapprocherait d'un modèle asiatique. D'autres sondages donnent les mêmes résultats. En fait, cette question d'Eurasie, c'est une question qui est très ambiguë parce que de présenter la Russie comme un pays eurasiatique, je veux dire, c'est tout simplement constater une réalité géographique et dire qu'il faudrait que la Russie s'intègre mieux dans une réalité eurasiatique, en fait, c'est du simple bon sens. Là où la question se complique, c'est quand elle est, ce que font certains, c'est quand elle est idéologisée, politisée, et où il est affirmé que du fait de cette réalité géopolitique, le modèle occidental ne peut pas convenir à la Russie, et certains en tirent la conclusion qu'il faut véhiculer un anti-occidentalisme, dans certains cas exacerbé. J'ai évoqué tout à l'heure, dans la question du cadre identitaire, la question de la puissance. Alors là, je dirais qu'il n'y a pas tellement de débat en Russie parce qu'il y a un consensus ou un quasi-consensus sur le fait que la Russie est une grande puissance et qu'elle est vouée à le rester. Cette conviction a des répercussions directes sur son rapport à l'Union européenne. La Russie n'a jamais été candidate à l'Union européenne, contrairement à d'autres de ses voisins, je pense par exemple à l'Ukraine ou à la Géorgie, et que la Russie ne soit pas candidate à l'Union européenne, ça a été dit très explicitement, entre autres par M. Poutine lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Il a expliqué alors que la Russie étant un pays eurasiatique, qu'elle était, et d'autre part, parce qu'elle était le pays le plus grand de l'espace post-soviétique, eh bien, elle entendait garder son indépendance. Alors, ça a une signification très précise, parce qu'à partir du moment
où la Russie se définit comme une puissance et où elle n'est pas candidate à l'Union européenne, ça veut dire qu'elle entend construire son pôle de puissance. Et ce pôle de puissance, elle entend le construire dans ce qui a été autrefois son ancien empire. Depuis 1991, sous son impulsion, il y a eu de très nombreuses tentatives d'intégration de cet espace, alors avec des membres qui ont varié selon les cas, mais enfin, les tentatives d'intégration ont été nombreuses. La dernière en date, l'Union économique eurasienne, qui est née, qui a vu le jour en 2015, eh bien, est un élément central de cette idée d'une Europe bipolaire, et la création de cette union est un élément de la réaction russe au programme de partenariat oriental lancé en 2009 par l'Union européenne. Aux yeux de la Russie, ceux des États de l'espace post-soviétique qui veulent se rapprocher de l'Europe doivent le faire en tant que membres de l'Union économique eurasienne et non pas par le biais d'accords d'association qu'ils signeraient directement avec l'Union européenne. Donc, vous voyez qu'il y a là un cadre qui est en définitive strictement défini. Alors maintenant, j'en viens, après ce qui était en définitive une introduction, j'en viens aux deux points clés de cette intervention. D'une part, la montée de la conflictualité avant de passer au socle de partenariat. Vous vous souvenez tous, pendant la perestroïka gorbatchevienne et au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, pendant les premières années de Boris Yeltsin, l'euphorie formidable qui régnait à la fois en Russie et, je dirais, ici, dans les pays européens, sur le fait que la Russie était vue comme un pays, parce que c'était le discours et le projet qui était porté par Boris Yeltsin, un pays qui était engagé sur la voie de la démocratisation de l'économie de marché, un pays qui entendait se développer grâce aux coopérations avec ses partenaires occidentaux, notamment européens, je l'ai dit tout à l'heure, qui étaient vus comme des modèles. Cette période d'euphorie n'a guère duré. Dès les années 90, il y a eu des tensions qui ont été parfois très fortes entre la Russie et les pays occidentaux à propos de l'élargissement à l'est de l'Alliance atlantique, au moment de la crise du Kosovo, et d'autres. Au début des années 2000, ces litiges se sont multipliés. Je rappellerai notamment les relations avec la Géorgie et l'Ukraine, le déploiement en Europe centrale et orientale d'éléments du bouclier antimissile américain, etc. Et donc, de part et d'autre, progressivement, la confiance qui s'était largement imposée au moment de la perestroïka gorbatchevienne et au moment des premières années yeltsiniennes a cédé la place à nouveau à la méfiance. Et ce qu'on a vu, c'est que les lectures des événements de part et d'autre ont divergé de façon croissante. Alors là, on a une date, parce qu'il est important d'avoir des repères. Dès 2006, dans la revue Foreign Affairs, qui, vous le savez, fait référence, un auteur russe très connu, Dimitri Trenin, publie un article qui s'appelle « Russia leaves the West », la Russie quitte l'Occident. Bon, c'est clair. Et au fil du temps, donc bien avant la crise ukrainienne, ce qu'on peut définir comme un anti-occidentalisme prend une part croissante dans le discours et dans la politique poutinienne. À partir de 2003-2004 et encore davantage de 2011-2012, je vais y revenir, le Kremlin accuse les Occidentaux, les États-Unis, mais aussi les Européens, de chercher non seulement à affaiblir et à isoler la Russie sur la scène internationale, mais aussi à la déstabiliser en fomentant des révolutions dans l'espace post-soviétique et en soutenant l'opposition en Russie.
Il explique les révolutions de couleur et les contestations qui éclatent en Russie comme le fruit de manœuvres occidentales. Et à partir de 2011-2012, un nouveau stade est franchi lorsque Vladimir Poutine fait le lien entre, je cite, les ennemis de l'extérieur et les ennemis de l'intérieur. Dès lors, il désigne les opposants comme des agents de l'étranger et comme des traîtres. Dans un excellent livre sur l'opposition en Russie, ma collègue Françoise Dossé explique très bien que ces dénonciations jouent un rôle essentiel dans la légitimation du système poutinien. Elles justifient à la fois des répressions plus radicales à l'encontre des opposants et un durcissement à l'égard des États occidentaux, ce qui se traduit entre autres par l'adoption de plusieurs lois visant à limiter l'influence occidentale. La plus lourde de conséquences aura en définitive été celle votée en 2012 et durcie depuis sur les agents de l'étranger. Alors, vous voyez qu'avant l'annexion de la Crimée, les choses n'allaient pas bien, très concrètement. Mais l'annexion de la Crimée en 2014 et l'intervention russe dans le Donbass ont encore aggravé la situation et entraîné un changement de paradigme. Ce que certains Russes ont appelé la nouvelle normalité, vue de Moscou, eh bien, c'est maintenant un antagonisme qui est analysé à Moscou comme durable, car fondé sur des désaccords nombreux et profonds, mais aussi sur un fossé entre les perceptions que les uns et les autres ont de l'ordre international et des valeurs. Alors, cette dégradation, elle accentue fortement la distanciation entre la Russie et l'Union européenne, et plus généralement l'Occident. Quelques caractéristiques de cette distanciation, vous le savez, la Russie est désormais sous sanctions en réponse à l'annexion de la Crimée. L'Union européenne, les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie, etc., ont décidé de la soumettre à un régime de sanctions multiformes qui ont été progressivement étendues, régulièrement reconduites et pour certaines durcies. À ces sanctions occidentales, les autorités russes ont immédiatement réagi, d'une part par des contre-sanctions. La Russie interdit l'importation de produits frais agricoles en provenance des pays qui l'ont sanctionné, et d'autre part, elle réagit par une relance de sa politique à l'égard de l'Asie, notamment de son partenariat avec la Chine. Sa volonté de réorienter sa politique vers l'Asie ne date pas de 2014, mais elle est fortement accentuée à partir de là. Entre autres, pour cette raison, la place de l'Union européenne dans le commerce extérieur de la Russie diminue. J'y reviendrai. Autre caractéristique des conséquences de cette dégradation, le délitement du système de contrôle des armements, qui avait été le symbole de la fin de la guerre froide, et donc qui confirme un changement d'époque. Et ce délitement, s'il est le fait avant tout de décisions russo-américaines, en fait, il concerne directement l'Europe. Ce que les enquêtes d'opinion révèlent, c'est une forte détérioration de l'image de la Russie en Europe et de l'image de l'Europe en Russie. Le regard porté par les Russes sur les États-Unis, mais aussi sur les pays européens, est devenu très négatif. Et cet antagonisme qui creuse la distance entre Russes et Occidentaux achève de saper ce qui restait de l'idée de l'ancrage de la Russie à la communauté euro-atlantique et de confiance. Un sondage qui a été fait là aussi par le Centre Levada, qui est un des rares à continuer à être indépendant. La part des Russes qui estiment que la Russie est un pays européen était à la fin des années 2000 de 52%. En 2021, elle est tombée à 29%.
Et ceux qui se considèrent comme européens, leur nombre passe de 35 à 27%. Donc vous voyez qu'il y a là un décrochage qui est extrêmement net. Pourquoi une telle dégradation 30 ans après la fin de la guerre froide? Les raisons sont multiples. Du côté, je n'ai pas du tout l'ambition d'être exhaustive, bien sûr. Du côté européen, deux problèmes apparaissent fondamentaux, celui des valeurs et celui de la sécurité. Le problème des valeurs est fondamental. Le paradigme qui fondait depuis 1991 le partenariat russo-occidental, russo-européen, était explicitement basé sur les valeurs démocratiques partagées et sur l'idée que l'Union européenne pouvait aider la Russie à avancer sur la voie des réformes dans laquelle elle s'était engagée. Vous voyez, et ça c'est complètement essentiel à comprendre, l'interne et l'externe sont étroitement liés. Les valeurs démocratiques et l'idée de l'économie de marché poussaient la Russie vers l'Europe et l'Occident. Et par la suite, c'est l'inverse qui se produit. Le choix de Vladimir Poutine de mettre en place un régime politique de plus en plus autoritaire éloigne la Russie de ses voisins européens. La Russie est de moins en phase avec ses partenaires européens. Et un point qui est très important dans la Russie d'aujourd'hui, la politique mémorielle qui est menée par le Kremlin, qui correspond à une réhabilitation rampante de Staline et du stalinisme, a elle aussi les mêmes effets. Alors, deuxième point, la question sécuritaire. La Russie, depuis l'annexion de la Crimée et l'intervention russe dans le Donbass, qui ont changé la donne, la Russie est désormais perçue comme un défi sécuritaire majeur. Au sein de l'Union européenne, les regards portés sur la Russie ne sont pas homogènes. En France, ils ne sont pas homogènes, mais entre les pays européens, ils ne le sont pas non plus. Mais après l'annexion de la Crimée, l'image qui s'impose dans les milieux dirigeants est celle d'une Russie qui a violé les règles du droit international et qui menace les fondements de la sécurité du continent. Une Russie qui représente donc un défi sécuritaire majeur, voire une menace pour les démocraties occidentales. Et donc, clairement, à partir de ce moment-là, ce qui était encore le cas avant 2014 ne l'est plus. Une relation de coopération n'est plus l'hypothèse de référence. Et par la suite, eh bien, un certain nombre d'initiatives vont dans le même sens, c'est-à-dire que les cyberattaques, les manipulations de l'information auxquelles la Russie est accusée de se livrer, les tentatives d'ingérence dans les processus électoraux d'États étrangers, aux États-Unis en 2016, dans certains pays européens, dont en 2017 la France, les vols de bombardiers stratégiques qu'elle effectue aux frontières d'États membres de l'OTAN, la tentative d'empoisonnement de Sergueï Skripal en Grande-Bretagne en 2018, etc., alimentent la conviction que la Russie est désormais, je cite, une menace pour la sécurité euro-atlantique. C'est le secrétaire général de l'OTAN qui l'a confirmé. Côté russe, les facteurs explicatifs de la détérioration des relations avec l'Europe et plus généralement avec l'Occident sont à la fois multiples et complexes. Le Kremlin met en avant la question de sa souveraineté et la finalité des politiques occidentales. Aux critiques que suscite le durcissement du régime politique, il répond que la démocratie est, je cite, souveraine et que la Russie a une spécificité et des intérêts qui ne s'identifient pas à ceux de l'Occident. Il reproche à celui-ci, sous couvert de soutien à la démocratie, d'encourager des forces politiques anti-russes et de chercher à affaiblir ses positions. Ainsi, aux yeux de Moscou, la politique européenne de voisinage et le partenariat oriental ne correspondent pas à une politique de coopération avec la Russie dans les pays concernés, mais à une politique de rivalité
et de concurrence. Et les accords d'association et de libre-échange qui sont conclus par l'Union européenne avec l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie sont considérés comme une menace pour son influence dans ce qu'elle considère encore comme sa zone d'influence. Alors, je crois que ça c'est le discours russe, je pense que quand on réfléchit aux grands facteurs explicatifs de sa politique, il y a 4 ou 5 points qui me paraissent particulièrement importants. L'un des premiers est la difficulté pour la Russie à accepter la perte de puissance qu'elle enregistre depuis la fin de la période soviétique, notamment son incapacité à atteindre des objectifs qu'elle considère comme fondamentaux. La puissance, c'est la capacité à faire accepter ses objectifs. Eh bien, la Russie poursuit un certain nombre d'objectifs qu'elle ne parvient pas à imposer. Alors, parmi ces objectifs, il y a tout d'abord la difficulté, l'incapacité à faire accepter par les Occidentaux ce qu'elle considère être ses intérêts spéciaux dans l'espace post-soviétique. C'est d'autre part de se faire reconnaître une place privilégiée dans la prise de décision internationale, notamment, mais pas seulement, dans le domaine de la sécurité européenne. Et c'est aussi son droit à gérer ses affaires internes sans ingérence extérieure. Sur tous ces points, clairement, la Russie ne parvient pas à imposer, à faire accepter son point de vue. Deuxième point, le besoin qui est un corollaire finalement du premier, le besoin de revanche généré par ce qui a été ressenti depuis 1991 comme des humiliations. Alors, vous avez sûrement entendu, peut-être le pensez-vous, l'idée souvent est que les pays occidentaux ont humilié la Russie et que finalement on l'a poussée en quelque sorte à la faute en l'humiliant. C'est une vision qui me paraît un peu courte. La Russie a subi des humiliations, ce qu'elle a ressenti comme des humiliations nombreuses. Les premières humiliations subies, eh bien, ce sont les désordres internes des années qui ont suivi l'effondrement de l'Union soviétique. Les années 90 ont été terribles pour la Russie. C'était des années de désordre, parlons même franchement, de chaos, qui ont été ressentis. Comment est-ce qu'on a pu se mettre dans une telle situation? D'autre part, autre source d'humiliation, les décisions de ces anciens alliés du pacte de Varsovie de leur tourner le dos dès qu'ils ont retrouvé leur liberté. Je veux parler, bien sûr, de la Pologne, de la Hongrie, tous ces pays du pacte de Varsovie. Dès qu'ils l'ont pu, hop, ils se sont détachés de la Russie pour se tourner vers la communauté euro-atlantique. Ce sont aussi les attitudes à leur égard de l'Ukraine et de la Géorgie. C'est aussi l'historiographie sur la, entre guillemets, victoire occidentale dans la guerre froide. C'est aussi l'incapacité des Russes à peser sur certaines décisions occidentales, en particulier l'élargissement à l'est de l'Alliance atlantique, etc. Il est clair que ces répétitions, ces humiliations à répétition ont provoqué un ressentiment, ont provoqué un besoin de revanche qui est un des grands ressorts de la politique menée par Vladimir Poutine. Un troisième point, c'est que le monde tel qu'il est vu à Moscou ne correspond plus du tout au monde du monde bipolaire de la guerre froide. À Moscou, ce qui prévaut, c'est la vision d'un monde qui bascule en faveur des pays émergents. Aux yeux du Kremlin, le monde n'est plus occidentalo-centré pour des raisons qui sont largement liées au fait que le libéralisme est, à son avis, un échec. La puissance américaine est en déclin, pensent les Russes, et l'Europe, qui disent les Russes, est minée par des politiques trop laxistes, en particulier en matière d'immigration et d'homosexualité, est, je cite Moscou, en pleine décadence morale. Et donc, ce déclin, estime-t-on à Moscou, accélère un basculement du pouvoir vers les pays émergents.
Et donc, ça provoque une réaction de la Russie à ce qu'elle analyse comme un changement de paradigme. La Russie répond en se présentant comme une puissance alternative, porteuse d'une idéologie conservatrice, concurrente, explicitement conservatrice, concurrente du libéralisme, et ce faisant, elle indique très explicitement que son objectif n'est plus de s'ancrer au monde occidental, mais de promouvoir un projet concurrent qui vise, dit-elle, à prôner un nouvel ordre mondial plus juste, c'est-à-dire qui n'est plus dominé par l'Occident. Quatrième point, l'hostilité de la Russie au développement de l'influence européenne dans sa sphère d'influence. Là, il y a quelques instants, j'ai souligné le fait que la question de la puissance entraînait une vision d'une Europe bipolaire. Ce qui contrarie beaucoup la Russie, c'est de voir que finalement son influence dans l'espace post-soviétique est en recul. D'autres acteurs extérieurs à la zone se sont imposés. Parmi eux, il y a les États-Unis, il y a la Chine et il y a l'Union européenne. L'Union européenne qui exerce une très très forte attraction, qui est un acteur majeur dans cette zone. Rappelons que, outre les 3 États baltes qui sont devenus membres de l'Union européenne en 2004, eh bien, 3 des autres ex-républiques soviétiques, l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, ont signé en 2014 des accords d'association avec l'Union européenne, et que d'autre part, l'Union européenne est désormais le premier partenaire commercial de ces 3 pays avec lesquels elle a signé des accords d'association, mais pas seulement, c'est aussi le premier partenaire commercial de la Russie, de l'Azerbaïdjan et des 5 pays d'Asie centrale pris globalement, notamment le Kazakhstan. Dernier point que je souhaite souligner, le refus de la Russie de toute ingérence dans ses affaires intérieures. Moscou conteste aux Occidentaux tout droit à édicter des normes et à vouloir les imposer à la Russie. Elle considère que, sous couvert de soutien à la démocratie, l'Occident s'ingère dans ses affaires intérieures et encourage des forces politiques anti-russes. Et donc, eh bien, lorsque les pays européens viennent demander des explications pour ce qui est arrivé à Alexeï Navalny, lorsqu'ils demandent la libération immédiate et inconditionnelle d'Alexeï Navalny, la Russie, très clairement, ne comprend pas, refuse de comprendre et renvoie les Européens à leurs problèmes. La conflictualité, on le voit, est forte. Les rapports entre la Russie et le reste de l'Europe sont actuellement dominés par l'antagonisme et à court terme, les perspectives de surmonter cet antagonisme n'apparaissent guère encourageantes. Le fait que la main tendue par le président Macron depuis maintenant quelques 3 ans n'ait pratiquement donné aucun résultat en est un signe parmi d'autres. L'analyse ne peut cependant s'arrêter là. Il serait erroné de conclure que l'Union européenne et la Russie sont condamnées à ne pas s'entendre. Les relations politiques sont très dégradées, mais outre le fait que le centre de gravité de la Russie est européen, les liens entre les 2 parties de l'Europe demeurent denses. Ces liens, ils sont institutionnels, sociétaux, culturels, économiques et commerciaux, notamment énergétiques. Certains, suspendus depuis 2014, sont au point mort, mais ils sont susceptibles d'être ranimés à tout moment. D'autres sont très actifs, certains relèvent du partenariat, d'autres sont très politisés, mobilisés par des forces critiques de la politique poutinienne, ou au contraire mobilisés par Moscou pour diviser les Européens. Les uns et les autres, quels qu'ils soient, conduisent à penser qu'une autre trajectoire que celle qui prévaut aujourd'hui peut se développer. Reste à savoir, bien sûr, dans quelles circonstances. Alors, quelques mots sur tous ces liens, parce que je voudrais vraiment que vous ayez présent à l'esprit que ces liens sont
à la fois multiforme et très dense, et qu'il forme un socle sur lequel s'appuie ou s'appuiera demain la relation entre la Russie et l'Union européenne. Ces liens, les liens qui existent, contribuent à tourner la Russie vers l'Europe, à l'ancrer à l'Europe, et ils ont pour l'effet que pour nombre de Russes, l'Europe est une réalité de leur vie quotidienne. Alors, que le centre de gravité de la Russie soit européen, nous le savons tous, pour des raisons qui sont à la fois historiques, culturelles, géographiques, démographiques, économiques, etc. Je voudrais juste souligner que depuis 1991, les inégalités démographiques, économiques et sociales entre l'Est et l'Ouest du territoire qui se sont aggravées au bénéfice de la partie européenne du pays. C'est-à-dire que la Sibérie, la situation s'est beaucoup détériorée dans tous les domaines que je viens de citer, et donc ça a poussé la Russie vers la partie européenne. D'autre part, en dépit des tensions existantes, les élites russes demeurent largement tournées vers l'Europe et les États-Unis, c'est-à-dire que, en tout cas jusqu'aux sanctions occidentales, parce que les sanctions ont quand même changé beaucoup de choses, mais les élites dirigeantes, les oligarques, mais pas seulement les oligarques, sont très nombreux à envoyer leurs enfants faire leurs études en Europe, à acquérir des biens immobiliers, à aller passer leurs vacances en Europe, notamment sur la Côte d'Azur ou à Courchevel, et pour un certain nombre d'entre eux, à prendre la nationalité d'un des pays de l'Union européenne. Vous me laissez encore 5-10 minutes ? D'accord. Alors, je vais finir assez vite. Juste 2 mots à propos de tous ces liens. Les liens institutionnels sont nombreux dans l'espace euro-atlantique. La Russie est membre des grandes organisations pan-européennes que sont l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et le Conseil de l'Europe, ainsi que d'organes de coopération régionale comme le Conseil de l'Arctique et le Conseil des États de la Baltique. Elle a en outre noué des partenariats avec l'Union européenne et avec l'Alliance atlantique, des partenariats suspendus depuis 2014, mais qui n'ont pas été détruits. Juste un mot à propos du Conseil de l'Europe, pour vous rappeler que depuis 2018, la Russie est signataire de la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui a donné à ses citoyens la possibilité de saisir directement la CEDH, et c'est très important parce que les Russes ne se privent pas de le faire. Alors, les liens au niveau de la société, là aussi, ils sont très nombreux. La migration, tout d'abord, est à l'origine de très nombreux liens. Alors, dans certains pays, comme les pays baltes, c'est une migration très ancienne qui est à l'origine d'une présence russe dans ces 2 pays. C'est une migration qui date de l'après-guerre, au moment de la soviétisation et de la russification par l'Union soviétique après l'annexion des pays baltes. Dans d'autres pays, ce sont des politiques beaucoup plus récentes. En Allemagne particulièrement, mais aussi la Pologne, la Grèce et la Finlande ont mis en place au moment où réactivé au moment de l'effondrement de l'Union soviétique des politiques de rapatriement à l'intention des populations ethniquement allemandes, polonaises, grecques, pontiques et finnoises résidant dans l'ex-URSS, qui ont généré des flux conséquents, en particulier en Allemagne, où il y a, dans les 2 premières décennies qui ont suivi la fin de l'Union soviétique, plus de 2 millions d'Allemands de Russie, les fameux Aussiedler, qui ont immigré. Dans d'autres pays, la France, la Grande-Bretagne, il y a eu, mais aussi l'Italie, le Portugal, l'Espagne, il y a eu d'autres politiques mises en place pour des raisons économiques, familiales ou autres. Ce que je voudrais souligner, c'est que cette présence russe qui est le fruit de cette immigration, en fait, est une source de liens très nourris, parce que pour beaucoup d'entre eux, pour la plupart d'entre eux,
ces personnes russes ou d'origine russe sont restées très attachées à la Russie, avec lesquelles elles gardent des liens. Et c'est une immigration qui est en partie relativement politisée, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements, des associations pour ou contre M. Poutine qui se sont mis en place. Les liens humains entre la Russie et le reste de l'Europe ne se développent pas seulement au sein de l'immigration, ils sont nombreux à s'être noués aussi dans le domaine économique, avec une particularité, c'est que la Russie a su attirer un certain nombre de personnalités européennes de premier point, comme Gerhard Schröder, par exemple, et que d'autre part, la Russie exerce une attraction très forte sur les partis d'extrême droite européens, avec lesquels elle a noué des liens qui ont depuis plusieurs années une visibilité importante. Les liens sont aussi culturels, c'est peut-être le domaine que vous connaissez le mieux, ils sont denses, l'attractivité qu'exerce la Russie. Je crois qu'il faut conclure. Alors, je vais conclure. Je n'ai pas eu le temps, pardon, d'avoir mal calibré mon temps, de parler des liens économiques et commerciaux et notamment énergétiques qui sont tout à fait fondamentaux. Et je conclurai en faisant deux remarques. Nous l'avons constaté, les fondements d'une relation normale, entre guillemets, c'est-à-dire apaisée, avec les pays occidentaux sont sérieusement ébranlés. À court terme, sortir de la confrontation paraît d'autant plus improbable que cette conflictualité est utilisée par le Kremlin pour légitimer son pouvoir. Pour autant, l'Europe et la Russie, vous l'avez compris, ne me paraissent pas condamnées à la confrontation. L'avenir dépendra largement, finalement, des évolutions internes de la Russie, que la Russie donne la priorité à la modernisation économique du pays, qu'elle libéralise son régime politique et elle portera un autre regard sur son rapport à l'Europe. Grâce aux nombreux liens qui perturent ou se développent entre elles deux, elle se prépare en quelque sorte actuellement à cette évolution en créant un socle de coopération. L'une des questions qui se posent est de savoir si la politique russe de pivot vers l'Asie est de nature à changer la donne et à faire obstacle à un éventuel futur rapprochement entre l'Europe et l'Asie. Ce pivot vers l'Asie a donné des résultats, mais je ne pense pas qu'il soit de nature à obérer un futur rapprochement entre l'Europe et la Russie. Merci de votre attention et pardon d'avoir été un peu longue.